La calotte glaciaire de l'Antarctique a gagné près de 6000 km² de surface. Il est facile, parfois même tentant, de se laisser submerger par la noirceur du monde. Les conflits, les crises climatiques, les inégalités flagrantes, les menaces contre la démocratie ou les droits fondamentaux. Il y a tant de choses qui vont mal qu'on peut finir par croire que tout va mal. Et pourtant, certaines tendances profondes racontent une autre histoire. Une histoire de progrès, de résilience collective et d'une lente mais réelle transformation du monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, plus de jeunes filles et de jeunes femmes dans les pays en développement sont scolarisées dans le primaire et le secondaire qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. C'est une révolution silencieuse. Pendant des générations, l'accès à l'éducation était un privilège masculin dans de nombreuses régions du monde. Les filles étaient tenues à l'écart, mariées trop jeunes, cantonnées à des rôles domestiques, parfois même considérées comme indignes d'apprendre à lire ou à écrire. Changer cette réalité a demandé des décennies de plaidoyer, de politique publique, d'investissement international et d'action communautaire. Et les résultats sont là. De plus en plus de filles entrent à l'école, y restent plus longtemps, réussissent leurs examens et accèdent à l'enseignement supérieur. L'impact de cette évolution dépasse de loin l'individu. L'éducation des filles est liée à la baisse de la mortalité infantile, à la croissance économique, à la stabilité sociale, à la réduction des mariages précoces et à une meilleure santé publique. En parallèle, depuis 1990, le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté est passé de 2 milliards à environ 700 millions. Cela reste un chiffre terriblement élevé. Mais il faut se rappeler d'où l'on vient. Réduire de plus de moitié la population mondiale vivant avec moins de $2 par jour, en l'espace d'une génération, représente une avancée historique. Derrière ces chiffres, ce sont des centaines de millions de familles qui mangent à leur faim, qui envoient leurs enfants à l'école, qui accèdent aux soins, à un toit, à l'électricité. Ce sont des vies qui changent de trajectoire. Autre tendance forte, la mortalité infantile continue de diminuer année après année. C'est l'un des indicateurs les plus fondamentaux pour mesurer la santé d'une société. Et malgré les crises sanitaires, les pandémies, les conflits, ce progrès tient bon. Grâce aux campagnes de vaccination, à l'amélioration des soins prénatals, à la nutrition, à l'accès à l'eau potable et à l'information des mères, de plus en plus d'enfants survivent et franchissent ce cap critique des premières années. Évidemment, tout n'est pas rose. Les inégalités se creusent dans certains domaines. Le climat se dégrade. Des droits fondamentaux sont attaqués. De nouvelles menaces émergent. Mais face à ces défis, sombrer dans le cynisme ou la résignation serait une erreur. Car le progrès est réel, même s'il est parfois lent, imparfait, fragile. Refuser de le reconnaître, c'est se priver d'un levier essentiel, l'espoir rationnel, celui qui s'appuie sur des faits. Oui, beaucoup de choses vont mal. Mais certaines choses vont mieux. Et ce sont ces choses-là qui doivent nous rappeler ce dont nous sommes capables. Reconnaître nos réussites, c'est aussi nous armer pour faire face, avec lucidité et confiance, à ce qu'il reste à accomplir. Pour la première fois depuis des décennies, des lynx ibériques ont été aperçus dans la région de Madrid. 2 observations ont eu lieu au cours de la dernière semaine, ce qui constitue une nouvelle absolument capitale. Le lynx ibérique est l'un des animaux les plus menacés d'extinction sur la planète, et ses apparitions représentent bien plus qu'un simple événement rare de la faune. Il faut comprendre l'importance de cette espèce pour le patrimoine naturel de la péninsule ibérique. Le lynx ibérique, autrefois présent dans de vastes zones du sud-ouest de l'Europe, avait vu sa population chuter de façon dramatique à cause de la destruction de son habitat naturel, la raréfaction de ses proies comme le lapin européen, et la pression constante des activités humaines. Il y a une vingtaine d'années, on comptait moins d'une centaine d'individus en liberté, concentrés principalement dans certaines zones d'Andalousie. Ce retour du lynx dans la région de Madrid est un signe encourageant, et il ne s'agit pas d'un hasard. Cela fait suite à des décennies d'efforts de conservation intensifs, de programmes de réintroduction, de réhabilitation des écosystèmes et de campagnes de sensibilisation. Des réserves ont été créées,
des corridors écologiques ont été restaurés, et des individus élevés en captivité ont été relâchés dans la nature. Voir aujourd'hui les fruits de ce travail dans une région aussi densément peuplée et urbanisée que Madrid est presque surréaliste. Mais il faut rester prudent. 2 observations ne signifient pas qu'une population stable est en train de se constituer dans la région. Cela pourrait être des individus en dispersion, de jeunes lynx à la recherche de nouveaux territoires. Néanmoins, cela montre que les corridors écologiques fonctionnent et que le territoire commence à redevenir habitable pour cette espèce autrefois au bord de l'extinction. Quelques éléments positifs en santé publique mondiale méritent d'être soulignés, parce qu'ils rappellent ce que la volonté collective, la recherche scientifique et des décennies d'efforts concertés peuvent réellement accomplir. Trop souvent, les conversations sur la santé à l'échelle mondiale sont dominées par le pessimisme, la peur ou l'impression que les problèmes sont insurmontables. Pourtant, certaines des luttes les plus ardues de ces dernières décennies ont connu des avancées spectaculaires, presque impensables il y a encore une génération. Prenons d'abord le cas de l'épidémie de VIH-Sida. Il y a 40 ans, être diagnostiqué avec le VIH revenait presque à recevoir une condamnation à mort. Aujourd'hui, grâce aux thérapies antirétrovirales, à la prévention, au dépistage élargi et à la mobilisation mondiale, l'épidémie est largement maîtrisée dans de nombreuses régions. Des millions de personnes vivent avec le virus sans progression vers le sida. Le concept même de « fin de l'épidémie de sida en tant que menace pour la santé publique » est désormais envisagé sérieusement à l'horizon 2030 dans plusieurs pays. Ce n'est pas une déclaration de victoire totale, car des inégalités persistent, surtout en Afrique subsaharienne et dans les populations marginalisées, mais c'est une preuve éclatante de ce que la médecine moderne et les politiques coordonnées peuvent accomplir. Autre tendance majeure, le recul historique du tabagisme. Il n'y a pas si longtemps, fumer faisait partie du quotidien, parfois même dans les hôpitaux ou les avions. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, la proportion d'adultes qui fument est au plus bas depuis l'époque moderne. Cela n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de décennies de politiques publiques agressives, d'avertissements sanitaires, d'augmentation des taxes sur le tabac, de campagnes éducatives et de la stigmatisation sociale progressive du tabagisme. Des vies ont été sauvées par millions grâce à ce changement culturel et sanitaire. Et puis il y a l'histoire presque incroyable du ver de Guinée. Dans les années 1980, près de 800 000 cas de cette maladie parasitaire extrêmement douloureuse étaient recensés chaque année, principalement en Afrique. Il n'existe pas de traitement ni de vaccin. Pourtant, en 2022, seuls 12 cas ont été enregistrés dans le monde entier. Ce résultat a été rendu possible par une stratégie ciblée d'éradication basée sur la surveillance communautaire, l'éducation, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et un engagement durable d'organisations locales et internationales. C'est l'une des très rares maladies que l'humanité pourrait totalement éradiquer, comme cela a été fait avec la variole. Jamais dans l'histoire de l'humanité autant de personnes n'ont eu accès à de l'eau potable et à des services d'assainissement de base. Cette avancée, qui peut paraître simple à première vue, est en réalité l'une des plus profondes transformations en matière de santé publique mondiale. Elle sauve chaque jour des milliers de vies, souvent sans faire de bruit, sans attirer l'attention des médias ou du grand public. Pendant des siècles, des maladies comme le choléra, la dysenterie, la typhoïde ou la diarrhée aiguë ont décimé des populations entières, en particulier dans les régions pauvres et surpeuplées où l'eau contaminée et l'absence de toilettes étaient la norme. Il y a encore quelques décennies, des millions de personnes vivaient sans accès à une source d'eau propre ou à des installations sanitaires sécurisées. Les conséquences étaient dramatiques, en particulier pour les enfants de moins de 5 ans, pour qui les infections d'origine hydrique représentaient l'une des principales causes de mortalité. Aujourd'hui, même si le problème est loin d'être totalement résolu, les progrès réalisés sont considérables. Selon les données des Nations Unies, des milliards de personnes supplémentaires ont désormais accès à de l'eau potable grâce à des réseaux d'adduction, des puits protégés, des systèmes de traitement et des programmes communautaires de gestion de l'eau. Des latrines simples mais efficaces ont été installées dans d'innombrables villages, réduisant drastiquement la pratique de la défécation à l'air libre. Ces changements ont un impact direct et immédiat, ils réduisent la transmission des maladies, améliorent la nutrition,
puisqu'un enfant malade ne peut pas absorber correctement les nutriments et allège considérablement la charge de travail des femmes et des filles, souvent responsables de la collecte de l'eau. L'amélioration de l'eau et de l'assainissement n'est pas qu'une question de santé. C'est une question de dignité, d'égalité et de développement. C'est la fondation sur laquelle repose tout le reste, l'éducation. Les enfants peuvent aller à l'école au lieu de passer la journée à chercher de l'eau, l'économie, les adultes peuvent travailler au lieu de tomber malades, la condition féminine, avec des toilettes privées, les filles peuvent rester à l'école pendant leurs règles, et la stabilité des communautés entières. Une autre transformation, plus intérieure mais tout aussi importante, est en train de s'opérer dans nos sociétés. Lentement, souvent douloureusement, les gens deviennent plus conscients de leur traumatisme. Ils apprennent à mettre des mots sur des blessures longtemps ignorées ou étouffées. Ils osent revisiter ce qui leur a été transmis, ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont parfois infligé, non pas pour s'y complaire, mais pour comprendre. Pour guérir. Et surtout, pour ne pas transmettre ces douleurs, inchangées, à ceux qui viennent après eux. Pendant des générations, les traumas ont été cachés sous le tapis. On ne parlait pas de santé mentale, de stress post-traumatique, de violence intrafamiliale, d'anxiété chronique, de dépression ou d'abus émotionnels. On survivait, on avançait, on ne regardait pas en arrière. Ce silence a eu un coût immense. Il a enfermé les gens dans des cycles, des schémas destructeurs qui se sont répétés d'une génération à l'autre, comme un héritage invisible mais bien réel. Aujourd'hui, ce mur se fissure. De plus en plus de personnes vont en thérapie, lisent sur la santé mentale, parlent de leurs émotions, questionnent les modèles familiaux, apprennent à poser des limites. Le mot « trauma » n'est plus réservé aux situations extrêmes ou à la guerre, il est compris comme une blessure psychique profonde qui peut naître dans l'enfance, dans des environnements instables, dans les silences, dans les absences, dans le manque d'écoute. Et cette prise de conscience est une avancée. Elle est loin d'être anodine. Ce travail d'introspection n'est pas facile. Il demande du courage. Affronter ses blessures, c'est désapprendre ce qui semblait normal. C'est admettre qu'on a souffert, qu'on souffre encore, et que cette souffrance a peut-être affecté d'autres. Mais c'est aussi une démarche profondément généreuse. Car en prenant ce fardeau à bras-le-corps, en refusant de le transmettre tel quel, on allège celui des générations futures. On offre à ses enfants, ses proches, ses élèves ou ses amis une version de soi plus apaisée, plus consciente, plus libre. Et cela crée une rupture dans la chaîne. Une brèche dans la répétition. Il ne s'agit pas de prétendre que le monde devient parfait. Le trauma ne disparaît pas. Les injustices continuent. Mais cette évolution dans la manière dont on traite la douleur humaine, ce mouvement vers plus de compréhension, d'écoute, de compassion et de soin, est une victoire en soi. C'est une révolution silencieuse, mais puissante. Celle qui dit que ce qu'on ne guérit pas se répète, mais que ce qu'on affronte peut, parfois, se transformer. C'est ainsi que le fardeau du passé devient un pont vers un avenir un peu plus léger. Jamais auparavant l'humanité n'a eu accès à autant de connaissances, aussi rapidement, aussi librement. C'est facile à oublier, tant c'est devenu banal, sortir son téléphone, poser une question, accéder instantanément à des millions de réponses, de points de vue, d'analyses, de données, de vidéos, d'archives. Mais ce que nous tenons dans la paume de notre main aujourd'hui, nos ancêtres ne l'auraient même pas imaginé dans leurs rêves les plus fous. Il y a seulement quelques générations, beaucoup de gens n'allaient pas au-delà d'une éducation primaire, quand ils avaient la chance d'être scolarisés. L'accès aux livres était limité, les universités réservées à une élite, et l'information circulait lentement, souvent filtrée par des institutions ou des barrières sociales. Aujourd'hui, n'importe qui, n'importe où, avec une connexion Internet, peut écouter une conférence du MIT sur la physique nucléaire, lire des articles scientifiques de pointe, apprendre une langue, suivre un cours sur la philosophie grecque, comprendre les fondements de la programmation, ou découvrir les bases de la psychologie humaine. Ce n'est pas seulement une question d'accumuler des faits ou d'apprendre des compétences techniques. Cette accessibilité change profondément la manière dont on pense, dont on apprend, dont on se relie aux autres et au monde.
Elle remet en question les hiérarchies traditionnelles du savoir. Elle donne du pouvoir à ceux qui, historiquement, en étaient privés. Elle permet à un adolescent dans une zone rurale d'Afrique de suivre les mêmes vidéos éducatives que son homologue dans une métropole européenne. Elle crée des passerelles entre des gens qui ne se seraient jamais croisés et qui maintenant collaborent, s'écoutent, s'inspirent mutuellement. Cette connectivité ne va pas sans ses propres défis, désinformation, surcharge cognitive, bulle de filtre. Mais le potentiel qu'elle offre est immense. Ce n'est pas un simple luxe moderne, c'est une véritable révolution cognitive. C'est la possibilité de choisir son apprentissage, de questionner l'autorité, de recouper les sources, d'élargir son horizon au-delà de sa culture ou de son environnement immédiat. C'est un antidote à l'ignorance, pour peu qu'on sache s'en servir avec discernement. L'ironie, c'est que cette abondance de savoir peut parfois nous paralyser. Tant de choix, tant de voix, tant de vérités apparentes. Mais c'est un bon problème à avoir. Car au fond, ce que cette époque nous donne, ce n'est pas juste l'accès à l'information. C'est la possibilité de devenir des apprenants à vie, de cultiver une curiosité active, de ne pas rester enfermés dans les limites de ce qu'on nous a enseigné à un moment donné. Nos ancêtres ont survécu avec peu. Nous avons le privilège de pouvoir comprendre. Encore faut-il le vouloir. Le trou dans la couche d'ozone, autrefois un symbole alarmant de notre impact destructeur sur la planète, est en train de se résorber lentement. Et ce n'est pas dû à la chance, ni à une solution technologique miracle tombée du ciel. C'est le fruit d'une réponse humaine collective, coordonnée et résolue. C'est une victoire environnementale obtenue à une époque où beaucoup pensaient que ce genre de coopération mondiale était impossible. Dans les années 1980, les scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme, des substances chimiques utilisées massivement dans les aérosols, les réfrigérateurs et les systèmes de climatisation, principalement les CFC, étaient en train de détruire la couche d'ozone stratosphérique. Cette fine barrière nous protège des rayons ultraviolets nocifs du Soleil, et sa dégradation menaçait directement la santé humaine, les écosystèmes marins, l'agriculture et bien plus encore. Le constat était sans appel. Le danger était réel. Et pour une fois, le monde a réagi à temps. Le protocole de Montréal a été signé en 1987. C'est l'un des rares accords internationaux à avoir été ratifié par tous les pays membres des Nations Unies. Il visait l'élimination progressive des substances appauvrissant la couche d'ozone. Et ce cadre a fonctionné. Les CFC ont été retirés du marché, remplacés par des alternatives plus sûres. Les industries ont dû s'adapter. Les gouvernements ont appliqué les règles. Et les résultats ont suivi. Depuis, les données scientifiques sont encourageantes. Le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique s'est stabilisé, puis a commencé à se réduire. Si les efforts se poursuivent, la couche d'ozone pourrait revenir à ses niveaux de 1980 d'ici le milieu du siècle. C'est un processus lent, mais tangible. Et c'est la preuve qu'une action environnementale mondiale, quand elle est guidée par la science, la volonté politique et une pression citoyenne forte, peut produire des résultats mesurables à l'échelle planétaire. Ce n'est pas juste une bonne nouvelle parmi d'autres. C'est un précédent. Un modèle. Parce qu'il montre que les crises environnementales ne sont pas toutes inéluctables. Qu'on peut réparer ce qu'on a abîmé. Qu'il est possible de poser des limites à des industries puissantes, de changer les habitudes de consommation, et de le faire sans paralyser le progrès humain. Cela ne rend pas la crise climatique actuelle moins urgente, ni les autres défis environnementaux moins complexes. Mais cela démontre que nous avons déjà prouvé, une fois, qu'un virage global était possible. Et cette mémoire collective, ce précédent, est une ressource précieuse pour affronter les batailles d'aujourd'hui. Parmi les grands récits de transformation du monde au cours des dernières décennies, il y en a un qu'on ne raconte pas assez, celui d'un monde où les enfants meurent beaucoup moins, où les femmes choisissent si et quand elles veulent avoir des enfants, et où l'extrême pauvreté, bien qu'encore présente, est en net recul. Ces évolutions sont fondamentales. Elles ne font pas la une, elles ne sont pas dramatiques, mais elles changent le visage de l'humanité. D'abord, la mortalité infantile.
Il y a un siècle, perdre un enfant en bas âge était une réalité fréquente, presque attendue, dans de nombreuses régions du monde. Aujourd'hui, grâce aux vaccins, aux antibiotiques, à une meilleure nutrition, à l'éducation des mères et à l'accès aux soins de base, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a chuté de façon spectaculaire. Chaque année, des millions d'enfants de plus atteignent leur 5e anniversaire, un repère critique dans la survie et le développement. Ce progrès est une victoire silencieuse, mais colossale. Elle reflète non seulement des avancées médicales, mais aussi des efforts de développement coordonnés à l'échelle mondiale. Parallèlement, la peur d'un « baby-boom » incontrôlable qui mènerait à une « bombe démographique » s'est révélée infondée. Dans la grande majorité des pays du monde, les femmes ont aujourd'hui moins d'enfants qu'il y a une génération. Et cela ne résulte pas d'une contrainte autoritaire, mais d'un choix. Grâce à l'accès accru à l'éducation, à la planification familiale, à la contraception et à l'autonomisation des femmes, la fécondité est en baisse presque partout. Cela a des effets profonds sur la santé des mères, sur l'éducation des enfants, sur la croissance économique et sur la stabilité sociale. Ce que nous observons, c'est une transition démographique mondiale alimentée par la liberté de choisir, et non par la peur ou la coercition. Enfin, l'extrême pauvreté, définie comme vivre avec moins de 2,15 $ par jour, est en recul significatif. En 1990, près de 2 milliards de personnes vivaient dans ces conditions. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 700 millions. Ce progrès n'efface pas les souffrances encore bien réelles, ni les inégalités criantes, mais il montre que le monde est capable de bouger. Il montre que les investissements dans la santé, l'éducation, l'infrastructure et la stabilité peuvent porter leurs fruits. Ce n'est pas le fruit d'un miracle. C'est le résultat de politiques bien conçues, d'initiatives locales, de solidarité internationale et d'une volonté de sortir les populations de la pauvreté chronique. Le soleil s'est levé de nouveau ce matin. Une chose simple, prévisible, certaine, mais qu'il ne faut jamais prendre pour acquise. Et toi, tu es toujours là. Présent. Vivant. Même si c'est difficile, même si tu doutes, même si tu portes des choses que d'autres ne voient pas. Le simple fait que tu sois encore ici, que tu respires, que tu existes, a du poids. Ce n'est pas rien. On est content que tu sois là. Dans un monde qui va souvent trop vite, qui exige beaucoup, qui peut sembler écrasant, on oublie parfois l'importance des gestes simples. La gentillesse, par exemple. Elle ne résout pas tout, mais elle change ce qu'elle touche. Un mot doux, un regard attentif, une écoute sincère peuvent désamorcer une spirale de douleur, créer un écart dans la routine, rallumer quelque chose chez l'autre. Être bon, ce n'est pas être naïf. C'est choisir consciemment de ne pas ajouter de douleur inutile là où il y en a déjà assez. Et puis, il y a la joie. Pas la grande, flamboyante, spectaculaire. Mais celle qui est discrète, quotidienne, contagieuse. Celle qu'on partage sans le savoir en riant, en préparant un café pour quelqu'un, en tenant une porte, en envoyant un message qui dit simplement « Je pense à toi ». Ces petites étincelles s'additionnent. Elles allègent les charges. Elles rappellent que, malgré tout, il y a du bon, et que nous avons le pouvoir d'en créer un peu plus chaque jour. Tu es encore là. Et même si tu ne sais pas encore pourquoi aujourd'hui compte, sache que ta présence a du sens. Tu fais partie de ce monde. Et tu peux y déposer un peu de lumière. Sois bon. Sois doux avec toi-même. Et quand tu peux, rends quelqu'un un peu plus joyeux. Parce que c'est ainsi qu'on continue. Pas en réglant tout d'un coup, mais en semant, chaque jour, un peu de chaleur là où on passe. Il se passe quelque chose d'important en ce moment aux États-Unis, quelque chose de culturel, de sanitaire, presque de spirituel. On commence à voir un vrai retournement de conscience autour de la nourriture. De plus en plus de gens réalisent, souvent avec une forme de colère mêlée de tristesse, que l'industrie agroalimentaire dominante ne se soucie pas de leur santé. Qu'elle a, pendant des décennies, rempli les rayons d'ingrédients bon marché, transformés à outrance, bourrés de sucre raffiné, d'huiles industrielles douteuses,
d'additifs artificiels et de colorants sans la moindre transparence sur les conséquences à long terme. Et ce n'est pas un complot, c'est du profit. Des aliments conçus pour être hyper palatables, pas nourrissants. Des emballages trompeurs qui promettent du naturel alors qu'ils cachent des compositions interminables. Le marketing ciblé dès le plus jeune âge. Une chaîne d'approvisionnement qui privilégie la durée de conservation et les marges plutôt que la qualité nutritionnelle. Et ça fonctionne, parce que le rythme de vie moderne, la précarité économique, l'éducation alimentaire insuffisante et la pression constante de la productivité laissent peu de place à une réflexion profonde sur ce que l'on mange. Mais depuis quelques années, surtout depuis la pandémie de Covid-19, un mouvement inverse est en train de prendre racine. C'est subtil, ce n'est pas encore massif, mais c'est bien réel. Les gens cherchent à se reconnecter à ce qu'ils mangent. Ils commencent à lire les étiquettes, à comprendre ce que sont les huiles de graines raffinées, canola, soja, tournesol, et pourquoi elles posent problème. Ils réalisent que des aliments ultra transformés, même vendus comme sains, sont souvent à l'origine de leurs inflammations chroniques, de leur fatigue, de leurs troubles digestifs, de leurs pics glycémiques. On voit un intérêt croissant pour les boulangeries artisanales, pour les farines non enrichies, pour le pain au levain naturellement fermenté plutôt que le pain industriel bourré d'enzymes et de conservateurs. Les marchés fermiers se remplissent. L'idée de consommer local, bio, élevé sans antibiotiques ni pesticides commence à dépasser le cercle des écolos ou des privilégiés, elle devient un réflexe de bon sens pour ceux qui veulent reprendre le contrôle sur leur santé. Même les restaurants s'adaptent, affichant fièrement leurs fournisseurs locaux, leurs produits de saison, leurs plats sans huiles industrielles. Il ne s'agit pas d'un retour nostalgique au passé, ni d'un rejet total de la science alimentaire moderne. C'est une réévaluation critique. Une prise de conscience collective, on ne peut pas vivre durablement en s'alimentant uniquement de produits conçus pour maximiser les profits de multinationales. On commence à comprendre que la nourriture, ce n'est pas juste des calories, c'est de l'information pour le corps. C'est une base de santé physique, mentale, émotionnelle. Et c'est aussi une manière de se reconnecter à la terre, aux saisons, aux autres humains. Ce mouvement est encore fragile, il est confronté à des lobbies puissants, à une publicité agressive, à l'accessibilité limitée dans certains quartiers, aux inégalités économiques. Mais il grandit. Et s'il continue à prendre de l'ampleur, il pourrait devenir un changement structurel. Pas seulement une mode, mais une redéfinition de ce que signifie bien manger en Amérique. Un retour à l'essentiel, à l'authentique, au nourrissant. Parce qu'au fond, se nourrir, ce n'est pas juste se remplir. C'est se respecter. Les avancées en robotique cybernétique ont franchi un seuil que la science-fiction avait longtemps réservé aux pages des romans ou aux écrans de cinéma. Aujourd'hui, dans le monde réel, des personnes amputées retrouvent une partie de ce qui leur avait été arraché, la capacité de bouger un bras, de saisir un objet, de marcher, de courir, parfois même de ressentir des choses. Grâce à des prothèses de plus en plus sophistiquées, contrôlées par les signaux électriques du cerveau ou des muscles résiduels, des membres artificiels deviennent fonctionnels, précis, intuitifs. Et cette réalité est, tout simplement, révolutionnaire. Pendant longtemps, les prothèses étaient rigides, passives, symboliques. Elles remplaçaient la forme, mais rarement la fonction. Mais les technologies d'aujourd'hui, capteurs myoélectriques, intelligence artificielle embarquée, rétroaction sensorielle, interface neuronale, changent la donne. On voit désormais des bras bioniques capables de réagir à la pensée, des jambes qui s'ajustent en temps réel à la marche sur un terrain irrégulier, des doigts mécaniques capables de mouvements fins et coordonnés. Ce ne sont pas seulement des extensions mécaniques. Ce sont des outils réels de réhabilitation, de réappropriation du corps, de dignité restaurée. Ce que ces progrès offrent, ce n'est pas juste la fonctionnalité. C'est la possibilité de vivre sans être enfermé dans la catégorie de handicapé permanent. C'est la promesse, pour un soldat blessé, un accidenté de la route, un enfant né sans membre, qu'il ou elle pourra non seulement s'adapter au monde, mais interagir avec lui pleinement. Faire du sport. Travailler. Danser. Manger seul. Caresser un animal. Retrouver une autonomie qui avait disparu.
Ces innovations posent aussi des questions fascinantes. À quel moment un membre artificiel cesse d'être une prothèse pour devenir une amélioration ? Que se passe-t-il quand la technologie dépasse les capacités biologiques humaines ? Où se situe la frontière entre guérison et transformation ? La cybernétique ouvre la porte à des débats philosophiques profonds sur ce que signifie être humain, ce qu'est un corps, ce qu'est l'identité. Mais avant même de plonger dans ces spéculations, il faut prendre un moment pour reconnaître ce que l'on a déjà accompli. Des personnes amputées, autrefois dépendantes de l'aide permanente d'autrui, peuvent aujourd'hui vivre de façon autonome. Et ce n'est pas de la magie. C'est de l'ingénierie de pointe, c'est de la recherche, c'est de la collaboration entre neuroscientifiques, informaticiens, médecins, designers, patients. C'est l'incarnation du progrès humain dans ce qu'il a de plus noble, rendre la vie plus vivable, plus libre, plus complète. Et ce n'est que le début. Chaque année, ces technologies deviennent plus accessibles, plus abordables, plus performantes. Ce que l'on considère aujourd'hui comme extraordinaire pourrait bien devenir demain un droit fondamental, celui de marcher à nouveau, de bouger à nouveau, de toucher le monde et de se sentir à nouveau entier. Il est aujourd'hui incroyablement simple de repeupler la planète avec des plantes rares grâce à la culture in vitro. Il y a à peine 2 ans, le Brésil paniquait à l'idée de perdre les derniers spécimens de Philodendron spiritus sancti, une plante tellement rare qu'il n'en existait que quelques-unes dans la nature. Les autorités brésiliennes s'échinaient à garder ces plantes à l'intérieur de leurs frontières, à renforcer les protections dans les forêts et à empêcher quiconque de s'approcher de ces précieux spécimens. Le trafic de plantes exotiques était en plein essor, alimenté par la fascination croissante de collectionneurs fortunés et d'influenceurs botaniques. Ces plantes se vendaient alors à des prix exorbitants sur des marchés parallèles, où les pochers et les courtiers du vivant tiraient des profits vertigineux sur le dos d'une biodiversité en danger. Mais aujourd'hui, le tableau a radicalement changé. Grâce à la culture in vitro, ou micropropagation, il est désormais possible de reproduire à l'identique des plantes rares en laboratoire, à partir de minuscules fragments de tissus végétaux. Ce qui prenait des années à pousser dans des conditions naturelles difficiles peut maintenant être cloné par milliers dans un environnement stérile, contrôlé et sécurisé. Ce progrès technologique a démocratisé l'accès à des plantes qui étaient autrefois presque mythiques. Le Spiritus Sancti peut maintenant orner des salons en Europe, en Asie ou aux États-Unis, vendu à des prix abordables par des pépinières spécialisées, sans jamais avoir été prélevé dans la nature. Ce changement n'est pas seulement une victoire pour les passionnés de plantes d'intérieur, c'est surtout une révolution pour la conservation. En rendant ces plantes accessibles et abondantes, on casse l'économie du braconnage. Plus personne ne va risquer une amende ou la prison pour dérober une plante qui se vend aujourd'hui moins cher qu'un téléphone d'entrée de gamme. On retire ainsi aux trafiquants leur pouvoir sur des espèces fragiles et on donne une vraie chance à la biodiversité de se reconstruire, non pas dans la clandestinité des collections privées, mais dans la transparence et le respect des écosystèmes. Il reste encore des débats éthiques autour de la brevetabilité du vivant, du contrôle de la reproduction des espèces rares par des entreprises privées et de l'impact que peut avoir cette reproduction massive sur la perception de la rareté. Mais en termes de protection immédiate, il est difficile de nier que la culture in vitro est un outil puissant, presque miraculeux. Ce que nous voyons aujourd'hui avec le Spiritus Sancti pourrait devenir la norme pour d'autres plantes menacées. L'idée même de la rareté pourrait ne plus être synonyme de fragilité écologique, mais simplement d'une histoire avant que la science n'apprenne à la préserver. Les pandas géants ne sont plus une espèce en danger d'extinction. Cette phrase peut sembler anodine, presque anecdotique au milieu du tumulte quotidien. Et pourtant, derrière cette annonce se cache l'un des plus grands retournements de situation dans l'histoire moderne de la conservation animale. Pendant des décennies, le panda a été le symbole universel des espèces menacées. Son image ornait les campagnes du WWF, ses grands yeux noirs incarnaient à la fois la fragilité de la biodiversité et l'urgence d'agir. Pendant longtemps, il représentait l'échec collectif de l'humanité à protéger son patrimoine naturel. Aujourd'hui, ce même animal n'est plus classé comme « en danger » par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il est désormais considéré comme « vulnérable »,
ce qui, dans le langage de la préservation, signifie qu'il est sorti de la zone critique. Et ce changement ne s'est pas fait par hasard. Il est le fruit de décennies d'efforts acharnés, de politiques coordonnées, de recherches scientifiques pointues et de volontés politiques affirmées. La Chine, qui abrite la quasi-totalité des pandas sauvages, a investi massivement dans leur protection. Cela a impliqué la création de dizaines de réserves naturelles, la lutte contre le braconnage, la reforestation ciblée, et un suivi rigoureux de chaque individu. Il a aussi fallu apprendre à faire se reproduire une espèce notoirement peu motivée à perpétuer sa lignée en captivité, une tâche qui a longtemps semblé relever du miracle. Peu à peu, les populations ont augmenté, lentement mais sûrement, et la trajectoire du panda a changé. Mais cette réussite soulève aussi des questions. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de sauver une espèce ? Le panda est aujourd'hui l'animal le mieux protégé de Chine, mais cela a nécessité des ressources gigantesques pour une seule espèce charismatique. Pendant ce temps, d'autres animaux moins photogéniques continuent de disparaître dans l'indifférence générale. L'attention mondiale, les dons, les budgets publics, tout a été focalisé sur une espèce, parfois au détriment de programmes plus globaux. Ce succès montre ce qu'on peut accomplir avec une volonté politique et financière, mais il met aussi en lumière l'énorme déséquilibre dans les priorités écologiques. Cela dit, il faut reconnaître ce moment pour ce qu'il est, une preuve que l'action humaine peut aussi réparer ce qu'elle a brisé. Que la disparition d'une espèce n'est pas une fatalité. Que les symboles peuvent changer de sens. Le panda ne symbolise plus la menace d'extinction, mais l'espoir d'un futur où d'autres espèces pourraient, elles aussi, sortir de la zone rouge. Il ne reste plus qu'à élargir cette réussite, à l'exporter, à la rendre plus inclusive. Car si on peut sauver les pandas, alors on ne peut plus prétendre qu'on ne sait pas comment faire. Les États-Unis comptent aujourd'hui plus d'arbres qu'il y a 100 ans. C'est un fait souvent ignoré, parfois même jugé contre-intuitif, tant le discours dominant autour de l'environnement est teinté d'alarmes justifiées sur la déforestation, la destruction des habitats naturels et la perte massive de biodiversité. Et pourtant, cette statistique est réelle, documentée, et elle mérite qu'on s'y attarde, non pas comme une excuse pour lâcher nos efforts, mais comme un exemple révélateur de ce que des politiques environnementales cohérentes, associées à des changements culturels et économiques profonds, peuvent réellement accomplir. Pour comprendre cette inversion de tendance, il faut revenir un siècle en arrière. Le début du XXe siècle marque une période de surexploitation forestière massive aux États-Unis. Les arbres étaient abattus à un rythme effréné pour soutenir une économie en pleine expansion, construction de villes, développement des chemins de fer, industrialisation, agriculture intensive. À cette époque, la forêt était perçue comme une ressource infinie, un obstacle à domestiquer, un territoire à rentabiliser. Résultat, d'immenses surfaces boisées ont été détruites, des écosystèmes entiers rayés de la carte. Mais un changement s'est produit. Progressivement, la société a commencé à prendre conscience des conséquences de cette logique destructrice. Le mouvement de conservation, mené entre autres par des figures comme Theodore Roosevelt et Gifford Pinchot, a introduit une nouvelle manière de penser la nature, non plus seulement comme une ressource économique, mais comme un patrimoine à gérer et à préserver. Des parcs nationaux ont été créés, des services forestiers établis, et des lois ont été votées pour limiter l'exploitation abusive. Avec le temps, l'agriculture s'est mécanisée et concentrée, libérant de grandes parcelles de terres autrefois cultivées qui ont été laissées à l'abandon. Ces terres ont été recolonisées naturellement par la végétation, ou reboisées activement par des programmes publics. Les forêts secondaires ont repris leurs droits, et des campagnes de reforestation ont vu le jour, parfois motivées par des préoccupations écologiques, parfois tout simplement pour stabiliser les sols ou gérer les ressources en eau. Le plus intéressant, c'est que cette augmentation du nombre d'arbres ne signifie pas nécessairement un retour à la forêt d'origine. Il s'agit souvent de jeunes forêts, d'espèces différentes, de monocultures dans certains cas, de forêts périurbaines dans d'autres. Leur valeur écologique varie selon les contextes. Mais cela ne doit pas occulter l'essentiel, une dynamique de destruction massive a été inversée. Et cela montre que la nature peut rebondir, que la tendance n'est pas toujours au déclin, qu'il existe des leviers de réhabilitation efficaces. Alors non,
tout ne va pas bien. La biodiversité continue de souffrir, les forêts tropicales sont toujours en péril, le changement climatique menace l'équilibre de tous ces systèmes. Mais cette donnée, celle des arbres américains plus nombreux aujourd'hui qu'en 1925, doit être comprise comme une preuve que le progrès environnemental est possible. Pas miraculeux, pas automatique, mais possible. Elle nous rappelle que les choix politiques, les pratiques agricoles, l'urbanisation, la culture même de notre rapport à la nature ont un impact direct sur l'état du vivant. Et qu'un siècle, ce n'est pas si long, quand on décide vraiment de changer de trajectoire. Les crocodiles aiment les fleurs roses. Cette phrase, qui pourrait passer pour une ligne étrange tirée d'un conte pour enfants, est en réalité une observation comportementale fascinante qui remet en question notre perception souvent très rigide de ce que sont les animaux dits primitifs. Les crocodiles sont presque toujours associés à la force brute, à la prédation, à une forme de bestialité sans nuance. Ils sont les survivants de l'ère des dinosaures, des machines à mâchoires dont la réputation n'évoque ni finesse ni sensibilité. Et pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Plusieurs études d'observation ont révélé que certaines espèces de crocodiles montrent un intérêt marqué pour des objets ou des éléments colorés dans leur environnement, notamment les fleurs de teinte rose. Dans certaines régions, les crocodiles ont été observés en train de nager vers des amas de fleurs tombées dans l'eau, de les manipuler doucement avec leur museau, ou de rester allongés à proximité sans comportement agressif, comme s'ils étaient apaisés par leur présence. Ce n'est pas un comportement isolé ni un hasard total. Cela soulève des questions profondes sur les capacités sensorielles, la curiosité, voire le comportement émotionnel de ces reptiles qu'on croyait condamnés à n'être que des prédateurs automatiques. Il faut aussi rappeler que les crocodiles ont une vision des couleurs très développée. Leur œil est particulièrement bien adapté à la lumière, au contraste et au mouvement. Le rose, couleur vive mais douce, se détache facilement sur les verts et les bruns de leur environnement naturel. Pour eux, ce n'est pas simplement une teinte jolie, c'est une information visuelle claire. Peut-être qu'elle évoque des proies potentielles. Peut-être qu'elle stimule simplement une forme de curiosité ou d'apaisement. Peut-être aussi que certaines fleurs attirent des insectes, des oiseaux, et que les crocodiles associent cette couleur à la vie et à l'activité. Ce détail apparemment anecdotique nous pousse à reconsidérer la manière dont nous regardons les animaux. Pendant longtemps, la biologie a classé les comportements en cases simples, utilitaires, territoriales, reproductifs. Mais la nature ne fonctionne pas toujours avec notre logique binaire. Ce que nous appelons préférence, goût, chez l'humain existe aussi chez d'autres espèces, même chez celles que l'on juge froides ou mécaniques. Si un crocodile peut s'intéresser à une fleur, qu'est-ce que cela dit de la complexité de son monde intérieur, de sa sensibilité sensorielle, de sa capacité à interagir avec son environnement autrement que par la violence ou la faim? Ce genre d'observation nous rappelle que le monde animal est bien plus riche, étrange et imprévisible que ce que nos catégories mentales nous permettent souvent d'admettre. Il ne suffit pas de dire que les crocodiles aiment les fleurs roses. Il faut aussi se demander pourquoi cela nous étonne autant. Il existe aujourd'hui une entreprise qui a entièrement repensé le processus de la fission nucléaire, et le résultat est à la fois révolutionnaire et presque trop beau pour être vrai, une source d'énergie propre, stable, sans production de déchets radioactifs, dont le sous-produit principal est de l'hélium. Oui, ce gaz noble que l'on utilise pour gonfler des ballons d'anniversaire, refroidir des IRM, ou dans la fabrication de semi-conducteurs, et qui était en voie de raréfaction à l'échelle mondiale, pourrait désormais être produit en quantité grâce à une nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Et tout cela, sans l'héritage toxique qui a toujours accompagné l'atome. Pendant des décennies, le nucléaire a été coincé entre deux images. D'un côté, une source d'énergie extrêmement dense, efficace et faible en émissions de carbone. De l'autre, un héritage de catastrophes comme Tchernobyl et Fukushima, un fardeau de déchets hautement radioactifs qu'aucun pays ne sait vraiment stocker sur le long terme, et une méfiance publique largement justifiée. Même les défenseurs du nucléaire finissaient par admettre que ces avantages étaient contrebalancés par des risques lourds, coûteux et complexes à gérer. Mais cette technologie nouvelle remet la donne à zéro. Au lieu de la fission classique de l'uranium ou du plutonium,
qui génèrent des isotopes instables nécessitant des milliers d'années de confinement, cette approche s'appuie sur un design complètement repensé, fondé sur des réactions qui ne produisent pas ces déchets à longue durée de vie. Mieux encore, le sous-produit de la réaction est un élément précieux pour l'industrie mondiale, l'hélium. Et ce n'est pas un détail. La planète est en train de manquer d'hélium. Ce n'est pas une blague, ni un problème secondaire. L'hélium est un gaz rare sur Terre car, une fois libéré dans l'atmosphère, il s'échappe dans l'espace. On ne peut pas simplement fabriquer de l'hélium facilement. Il est produit dans les profondeurs de la Terre, notamment lors de la désintégration radioactive de certains minerais, et extrait de gisements de gaz naturels. Ces sources sont limitées, souvent géopolitiquement sensibles, et le stock mondial est en train de fondre. Ce gaz est pourtant irremplaçable dans des domaines critiques de la médecine, de la science et de la haute technologie. Ce que cette entreprise propose, c'est une double solution, non seulement elle évite le cauchemar des déchets nucléaires, mais elle transforme un processus énergétique en producteur d'une ressource qui devient stratégiquement indispensable. C'est une boucle vertueuse, une forme d'alchimie moderne où ce qui était jadis dangereux et polluant devient une source de stabilité, d'autonomie et de prospérité technologique. Évidemment, on est en droit de poser des questions. Où en est cette technologie ? Est-elle à l'échelle industrielle ou encore à l'état de prototype ? Quelle est sa consommation de ressources initiales ? Quel est le coût réel de cette transition par rapport au modèle classique ? Et surtout, est-ce que le monde est prêt à faire confiance à une nouvelle forme de nucléaire, après tant de promesses non tenues ? Mais malgré toutes ces réserves légitimes, une chose est certaine, si cette technologie fonctionne comme annoncé, elle change complètement le cadre de la conversation énergétique. Elle nous libère de choix douloureux entre climat et déchets, entre efficacité et danger, entre croissance et impact écologique. Ce n'est plus juste une alternative au charbon ou au gaz, c'est peut-être l'un des piliers d'une nouvelle ère énergétique. Et pour une fois, l'idée qu'un réacteur nucléaire puisse remplir des ballons, refroidir des machines médicales et alimenter le réseau électrique en toute sécurité ne relève pas de la science-fiction. C'est peut-être la première lueur d'un avenir où technologie et durabilité cessent de s'opposer. La population d'abeilles domestiques n'a jamais été aussi élevée, au point où l'on parle désormais de surpopulation. Une déclaration qui pourrait surprendre, tant la formule « Save the bees » est devenue un mantra universel dans les milieux écologiques, éducatifs, voire commerciaux. On l'a vu sur des sacs en toile, des campagnes de sensibilisation, des publicités, des pots de miel artisanaux. L'image de l'abeille en danger est devenue emblématique, presque intouchable. Et pourtant, on s'est collectivement trompé de cible. La vérité, c'est que les abeilles domestiques, celles qui vivent dans des ruches gérées par les humains et qui produisent le miel que l'on consomme, ne sont pas en voie d'extinction. Bien au contraire. Leur population est à son plus haut historique dans de nombreuses régions du monde, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. L'apiculture s'est largement développée, tant par engouement pour les produits locaux que par conscience écologique. Mais cette croissance fulgurante n'est pas sans conséquences, et elle a même engendré un déséquilibre que peu de gens soupçonnent. Car quand on disait sauver les abeilles, on ne parlait pas à l'origine de l'abeille domestique, mais plutôt des centaines d'espèces d'abeilles sauvages dont personne ne connaît vraiment les noms. Les abeilles solitaires, les abeilles charpentières, les bourdons, les abeilles coupeuses de feuilles ou encore les abeilles des sables. Ces espèces, elles, sont réellement en danger. Elles ne produisent pas de miel. Elles ne vivent pas en ruche. Elles n'ont pas de reines à défendre ni d'apiculteurs pour veiller sur leur habitat. Elles pollinisent discrètement, dans l'ombre du buzz médiatique, et pourtant elles jouent un rôle fondamental dans la pollinisation des plantes sauvages et de nombreuses cultures alimentaires. Le problème, c'est que la surpopulation d'abeilles domestiques entre en concurrence directe avec ces espèces sauvages. Elles se disputent les mêmes fleurs, les mêmes ressources de nectar et de pollen, souvent dans des environnements déjà appauvris par l'agriculture intensive et l'urbanisation. Dans certains cas, les abeilles domestiques introduites artificiellement supplantent ou affaiblissent les populations locales, non seulement en accaparant la nourriture, mais parfois aussi en véhiculant des parasites et des pathogènes contre lesquels les espèces sauvages ne sont pas armées. Il y a donc un paradoxe cruel, dans notre volonté de sauver les abeilles,
nous avons involontairement contribué à aggraver le sort de celles qui avaient le plus besoin d'aide. Planter des fleurs mellifères dans les villes, c'est utile. Bannir les pesticides, c'est crucial. Mais multiplier les ruches dans tous les jardins, les toits et les parcs sans réflexion écologique, c'est comme réintroduire des troupeaux de vaches pour sauver les cerfs. On alourdit la pression sur un système déjà fragilisé, en croyant bien faire. Ce n'est pas une raison pour accabler les apiculteurs ou les amateurs de miel local. Mais c'est un appel à ajuster notre regard. À comprendre que l'écologie, ce n'est pas une histoire de symboles simples. Ce n'est pas sauver l'abeille au singulier, c'est préserver les abeilles dans toute leur diversité. Et si l'on veut vraiment protéger les pollinisateurs, il faudra cesser de confondre popularité et nécessité. Parce que parfois, celles qui méritent d'être sauvées ne sont pas celles que l'on célèbre, mais celles que l'on ne voit pas. Le cancer devient de plus en plus facile à traiter, et sa létalité recule année après année. On parle ici d'une maladie qui, pendant des décennies, a été synonyme de sentence de mort, d'épreuve insurmontable, de combat solitaire contre une chose invisible et implacable. Aujourd'hui, sans tomber dans le triomphalisme, on assiste à une transformation radicale de la relation que la médecine entretient avec cette maladie. Les traitements sont plus ciblés, plus efficaces, moins invasifs. La détection est plus précoce. L'espérance de vie après diagnostic s'allonge. Et pour certains types de cancers, le mot « guérison » n'est plus un tabou. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un progrès scientifique monumental, accéléré par la recherche génétique, l'intelligence artificielle, la thérapie génique, l'immunothérapie. On sait maintenant séquencer le génome d'une tumeur en quelques jours. On peut adapter un traitement en fonction des mutations précises d'un patient. On commence même à entraîner le système immunitaire à reconnaître et attaquer les cellules cancéreuses, comme s'il s'agissait de virus ou de bactéries. C'est une médecine qui devient de plus en plus personnalisée, plus fine, plus humaine aussi, car elle évite certaines souffrances qui étaient autrefois inévitables. Mais à mesure que le cancer recule, une autre frontière se dessine, beaucoup plus floue, beaucoup plus controversée, celle de l'inversion du vieillissement. Et là, on entre dans un tout autre récit. Un récit qui ne parle plus seulement de soins, mais de transformation de la condition humaine elle-même. Des laboratoires de biotechnologie, des startups pilotées par des milliardaires, des instituts de recherche à peine croyables financés par la Silicon Valley sont en train d'explorer des pistes qui vont bien au-delà de la longévité classique. Ils ne cherchent pas seulement à vivre plus longtemps, ils cherchent à inverser le vieillissement biologique. Pas le maquiller. Le reprogrammer. Des techniques comme la reprogrammation cellulaire, l'édition génétique, l'utilisation d'enzymes pour restaurer la télomérase, ou encore l'administration de jeunes cellules souches dans des tissus sénescents sont à l'étude, parfois testées sur des animaux, parfois déjà sur des humains dans des essais confidentiels. Les résultats préliminaires, bien que encore très encadrés, laissent entrevoir un monde où l'on pourrait potentiellement remonter l'horloge biologique. Pas éternellement. Mais assez pour ajouter 20, 30, 50 ans de vitalité supplémentaire à une vie humaine. Mais voilà, tout cela a un prix. Et ce prix ne sera pas supportable pour tout le monde. On parle ici de technologies expérimentales, coûteuses, qui exigent des infrastructures de pointe, un accès à la médecine privée, des essais réservés à des élites économiques. Le risque est donc réel de voir émerger une médecine à deux vitesses, où les riches ne se contentent plus d'avoir accès à de meilleurs soins, mais vivent littéralement dans un autre cadre temporel. Une classe de gens biologiquement plus jeunes, plus résistants, plus performants, pendant que le reste de la population continue de vieillir selon le rythme traditionnel, avec son cortège de maladies, de pertes et de fatigue. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un avenir plausible, déjà amorcé dans certains cercles. Et la question devient politique, que va faire la société de ce savoir ? Allons-nous laisser la biotechnologie creuser les inégalités jusqu'à produire deux humanités biologiques distinctes ? Ou allons-nous organiser la redistribution de ces avancées pour qu'elles profitent au plus grand nombre, comme ce fut progressivement le cas avec les vaccins, les antibiotiques ou les traitements contre le VIH ? Ce que nous voyons aujourd'hui avec le cancer et les technologies anti-âge, c'est un moment charnière.
Un carrefour entre médecine et philosophie, entre progrès et pouvoir. Car la science avance, c'est indéniable. Mais la manière dont ces fruits seront partagés ne dépendra pas des chercheurs. Elle dépendra de nous. En l'espace de quelques décennies, un changement majeur s'est opéré dans la manière dont nous considérons les océans. Longtemps perçus comme une ressource inépuisable, un espace sans limite où l'on pouvait puiser sans se soucier des conséquences, les mers sont aujourd'hui reconnues pour ce qu'elles sont réellement, des systèmes vivants, fragiles, essentiels à la stabilité du climat, à la biodiversité mondiale et à la survie de millions d'êtres humains. Et ce réveil collectif se traduit désormais en actions concrètes. En 2000, à peine 1% des océans de la planète étaient protégés. Aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 8%. Ce n'est peut-être pas spectaculaire en apparence, mais c'est une progression fulgurante en termes de conservation marine. Cela veut dire que d'immenses étendues d'écosystèmes marins, récifs coralliens, mangroves, zones de reproduction et routes migratoires, bénéficient désormais d'un statut qui les met à l'abri de la pêche industrielle, de l'extraction minière, de la pollution et de l'exploitation incontrôlée. Des initiatives ambitieuses comme le projet 30x30, qui vise à protéger 30% des terres et des mers d'ici 2030, sont en train de mobiliser des gouvernements, des ONG, des chercheurs, des communautés locales. Ce n'est pas une idée abstraite ni un vœu pieux. Des pays comme le Chili, avec ses gigantesques aires marines protégées dans le Pacifique, ou les Palau, pionniers d'un modèle de tourisme durable et de gestion communautaire des ressources, montrent que c'est faisable. Ils prouvent qu'on peut concilier conservation et développement économique, que la protection de la mer peut aller de pair avec le respect des cultures locales et l'innovation scientifique. Protéger les océans, ce n'est pas juste une affaire d'écologistes ou de biologistes marins. C'est une urgence planétaire. Les océans régulent le climat, produisent une grande partie de l'oxygène que nous respirons, absorbent le CO, nourrissent des milliards de personnes et abritent une biodiversité encore largement inconnue. Sans eux, il n'y a pas d'équilibre climatique, pas de sécurité alimentaire, pas de résilience face aux crises futures. Bien sûr, 8% ce n'est pas encore 30%. Et il reste de nombreux défis, surveiller et faire respecter ces zones, lutter contre la pêche illégale, garantir que ces protections soient efficaces et non symboliques. Mais ce qui compte, c'est la dynamique. C'est l'élan. C'est le fait que de plus en plus de nations comprennent qu'on ne peut pas continuer à épuiser l'océan comme une carte de crédit sans limite. Le chemin est encore long. Mais il est en cours. Et le fait que la protection des océans soit passée du statut de préoccupation marginale à une priorité politique globale est déjà une victoire en soi. Une preuve que le monde peut changer de cap, à condition de croire encore en notre capacité collective à réparer ce qui a été négligé. L'accès à Internet, autrefois privilège réservé à une minorité dans les pays les plus riches, est devenu en quelques décennies l'un des moteurs les plus puissants de transformation sociale et économique à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, des milliards de personnes sont connectées, non pas via des ordinateurs fixes dans des bureaux climatisés, mais via des téléphones portables, souvent rudimentaires, parfois partagés, mais toujours suffisamment puissants pour changer des vies. Ce que cela représente va bien au-delà du simple fait de naviguer sur le web ou d'utiliser les réseaux sociaux. L'accès mobile à Internet est devenu une passerelle vers des opportunités réelles. D'abord sur le plan financier, dans de nombreuses régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne, les gens n'avaient pas de compte bancaire, pas de carte de crédit, pas d'accès au système financier traditionnel. Aujourd'hui, avec des applications comme M-Pesa au Kenya ou Orange Money en Afrique de l'Ouest, des millions de personnes peuvent envoyer de l'argent, recevoir un salaire, acheter des biens, épargner, investir, tout cela sans jamais mettre les pieds dans une banque physique. C'est une inclusion financière massive, souvent conduite non pas par les institutions traditionnelles, mais par la technologie mobile. L'impact se fait aussi sentir sur l'éducation. Là où les écoles sont éloignées ou sous-financées, où les livres sont rares et les professeurs encore plus, Internet devient un pont vers la connaissance. Les jeunes peuvent suivre des cours en ligne, regarder des vidéos pédagogiques, obtenir des certifications, apprendre des compétences numériques, coder, parler anglais, se former à distance.
L'éducation ne dépend plus seulement de la géographie ou du statut social, mais de la connectivité. Ce n'est pas une égalité parfaite, mais c'est une ouverture immense. Et puis, il y a le pouvoir de la voix. Pour des communautés longtemps invisibles, marginalisées ou ignorées, Internet est devenu un mégaphone. Des mouvements sociaux peuvent naître d'un simple hashtag. Des citoyens peuvent documenter des abus, raconter leur réalité, défier les récits dominants. L'activisme local, les campagnes pour les droits humains, les revendications environnementales trouvent désormais un écho mondial, parce que la parole circule, parce qu'elle est partagée, relayée, amplifiée. C'est un espace de résistance, mais aussi d'innovation. Des entrepreneurs utilisent Instagram ou WhatsApp pour vendre leurs produits, des artisans partagent leur savoir-faire, des coopératives agricoles organisent leur logistique via des groupes de discussion. C'est une nouvelle forme de participation économique, culturelle, démocratique. Bien sûr, l'accès à Internet ne résout pas tout. Il y a encore des inégalités d'infrastructures, des censures, des abus de pouvoir, des failles de sécurité, des dangers liés à la désinformation. Mais l'élan est là. La possibilité de se connecter est devenue une forme de pouvoir. Une extension de la citoyenneté. Une condition pour participer au monde moderne. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour des milliards de personnes, un simple téléphone dans la poche, connecté à Internet, n'est pas un gadget. C'est une clé. Une clé pour accéder à un futur qui ne leur était pas destiné. Et cela change tout. La calotte glaciaire de l'Antarctique a gagné près de 6000 km² de surface. Une nouvelle étonnamment rafraîchissante dans un paysage médiatique saturé de mauvaises nouvelles climatiques. Voir un continent aussi symbolique que l'Antarctique regagner du terrain glacé, même temporairement, a de quoi redonner un peu de souffle à ceux qui pensent que tout est déjà perdu. Ce regain de glace, même s'il ne renverse pas toutes les tendances à long terme, montre que la planète reste un système dynamique, capable de surprises et d'équilibres inattendus. Loin de la vision linéaire du « tout fond », tout s'effondre, cette augmentation prouve que des mécanismes naturels, parfois peu compris, peuvent inverser certaines évolutions, même si c'est à petite échelle ou sur des périodes courtes. 6000 km², c'est l'équivalent d'un petit pays recouvert de glace supplémentaire. Ce n'est pas rien. Cela signifie plus de réflexion solaire, plus de stabilisation thermique locale, plus de soutien potentiel pour certaines espèces qui dépendent de la glace saisonnière. Et peut-être aussi une petite pause bienvenue dans un système climatique souvent décrit comme en spirale incontrôlable. Ce genre de nouvelles méritent d'être vues pour ce qu'elles sont, pas des preuves contre quelque phénomène mondial, mais des signes que tout n'est pas figé dans un sens unique. Qu'il y a de la marge, du jeu, des respirations dans les grands cycles terrestres. Parfois, une bonne nouvelle reste une bonne nouvelle. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.